on montre une pile de photos d'horreur avec deux populations. Une population à qui on montre 10 photos d'horreur, puis la même population à qui on montre 10 photos jolies, esthétiques, en silence, avec pour consigne de ne pas dire un mot. Puis une autre population à qui on montre les mêmes photos, mais cette fois-ci avec pour consigne de commenter les photos. Un mois après, on revoit les étudiants, la population qui avait pour consigne de ne pas dire un mot. Est-ce que vous vous rappelez les images d'horreur? Oh oui, je me rappelle très bien. Il y avait une femme là, elle avait les deux yeux crevés, elle avait le nez complètement écrasé, la bouche ouverte, c'était horrible. Mais est-ce qu'il y avait des photos belles? Oh oui, je me rappelle, il y avait une photo où peut-être il y avait un coquelicot. Les mêmes photos, quand on a parlé, qu'on a eu la consigne de commenter ces photos, monsieur, madame, est-ce que vous vous rappelez ces photos? Oui, très bien. Est-ce qu'il y avait une photo d'horreur? Oh, pas tellement. Il y avait une femme, mais elle avait une coupure superficielle. En nettoyant la coupure, on pouvait facilement recoudre la plaie, c'était pas grave. Et est-ce qu'il y avait des photos esthétiques, de jolies photos de nature? Oh oui, il y en avait une, je me rappelle, il y avait un champ de coquelicots rouges, c'était très beau. Le simple fait d'avoir parlé avait modifié la représentation d'images. C'est-à-dire un mois après. C'est-à-dire que la mémoire des images est modifiée par la mémoire des mots qu'on a prononcés pour commenter ces images. Ça implique, qu'on déforme les souvenirs le plus sincèrement du monde, et deux, ça explique la possibilité de psychothérapie, puisque dans une psychothérapie ou dans l'écriture, on cherche les mots pour parler au psychothérapeute, ou on cherche les mots pour écrire. Sauf que parler à un psychothérapeute, c'est tenir compte de sa présence. Donc le psychothérapeute, même s'il est muet, participe au discours en fonction de l'idée que je me fais de ce psychothérapeute. Si je me confie à un psychothérapeute qui me sécurise, je ne fais pas du tout faire le même récit que si je me confie à un inspecteur des finances ou à un flic qui fait une enquête sur ma fortune que j'ai cachée en Suisse, dans les banques suisses ou dans les paradis fiscaux où nous avons tous mis de l'argent. Donc ça veut dire que donc le simple fait, donc le récit ne sera pas le même, alors que dans l'écriture, je suis seul, je vais chercher dans ma mémoire, dans mon monde intime, les mots, les images qui vont décrire ce que je ressens, ce que je crois qui s'est passé le plus sincèrement du monde, à qui je vais donner une forme, que je vais adresser à un lecteur imaginaire que je ne perçois pas, mais que j'imagine, et qui bien sûr saura me comprendre à la perfection. C'est-à-dire que la relation n'est pas du tout la même avec la parole parlée ou avec la parole écrite. Avec la parole parlée, c'est une interaction, alors qu'avec la parole écrite, c'est un travail d'imagination. Les deux sont sincères, mais la procédure n'est pas la même. La parole modifie la mémoire, la parole écrite modifie encore plus la mémoire des mots. Alors le contexte culturel, on sait que ce contexte culturel, lui aussi, modifie le discours que je vais faire, soit en l'écrivant, soit en le parlant. Par exemple, il y avait un colloque qui avait été organisé à l'université à Toulon sur les cours d'amour. Parce que les cours d'amour, c'est au XIIIe siècle, les femmes se réunissent, les femmes aristocrates se réunissent, et elles cours d'amour, c'est cours au sens juridique. C'est pas courtiser, mais c'est des cours au sens, elles énoncent une sentence pour dire comment elles placardent les sentences sur toutes les églises et sur tous les platanes de Provence. Alors les cours d'amour, il y en a eu à Lierre, Mabille, Dame d'Hyères, l'île de Porquerolles,
Sibylle, dame de Porquerolles, il y a eu et ces femmes aristocrates se réunissaient, parlaient entre elles et énonçaient, jugeaient comment elles voulaient que les hommes les courtisent. Et ça a été une révolution culturelle. Et Georges Duby, qui est un grand nom de l'histoire, venait travailler avec nous et on a retrouvé plusieurs sentences de cours d'amour. Alors je vous en résume seulement deux. Alors, ces dames se réunissent pour débattre du problème qui doit-on aimer, son mari ou son amant? Et les dames discutent pendant 2 jours. Elles concluent que le mari c'est fait pour le bien, c'est fait pour le non, et que l'amour c'est fait pour l'amant. Et ça leur paraît tout à fait normal, parce que le mariage au XIIIe siècle n'était pas pensé comme un mariage d'amour, c'était un acte social où on se rencontrait pour faire des enfants, pour partager la terre, pour partager les biens, mais l'amour n'avait rien à faire dans le mariage. C'est-à-dire que cette notion de mariage d'amour est apparue avec l'industrie au XIXe siècle, quand un ouvrier sur 3 était une femme, et quand on faisait des groupes, comme on le voit à Mans, où on faisait des maisons d'ouvriers autour de l'usine. Donc les femmes échappant à la loi du père, à la loi du prêtre, à la loi de la marieuse, se retrouvaient jeunes femmes libres, autonomes, dans des cités ouvrières, et elles ont dit, nous on veut choisir celui-là, mais pas celui-là. Donc elles ont introduit l'amour dans le mariage, alors qu'avant l'industrie, l'amour existait, mais pas dans le mariage. L'amour existait dans les rangs comme des tas, Roméo-Juliette, comme tous ces Dante, comme tous ces amours glorieuses, mais pas dans le mariage. C'est arrivé avec l'ère industrielle, parce qu'avec l'ère industrielle, les femmes ont commencé à accéder à l'autonomie et à l'indépendance sociale en travaillant et en gagnant leur vie pour un ouvrier sur 3. Et puis, le deuxième jugement de cours d'amour, qui reflète bien l'époque, c'était est-il nécessaire qu'un homme soit intelligent? Au XIIIe siècle, l'intelligence d'un homme n'avait aucune fonction, ça n'avait aucun intérêt. Alors les dames se réunissent et elles disent, mais non, l'intelligence, c'est une vertu secondaire. Donc elles disent, mais non, l'intelligence, c'est une vertu secondaire. Les femmes ont besoin d'être intelligentes, mais la vertu prioritaire, c'est-à-dire celle des hommes, c'est d'être dur au mal et bien fait de ses membres, les 5 membres, c'est-à-dire les 2 membres pour travailler, les 2 membres pour marcher, et le membre impair des hommes pour planter un enfant. Et effectivement, ça reflète bien la valeur des époques où les conditions de travail étaient tellement dures qu'il fallait apprendre aux hommes à ne pas se plaindre, à être durs au mal, alors que les femmes, elles, avaient le droit de réfléchir, de penser, mais c'était une vertu de femme, c'est-à-dire c'était secondaire. C'est-à-dire que la vertu prioritaire, c'était d'affronter la souffrance au travail. Donc on voit qu'on ne peut pas raisonner en dehors des valeurs du contexte culturel. Et puis, on a trouvé aussi à Toulon des livres de raison, c'est-à-dire où les gens écrivent les choses qui marquent leur monde intime. Alors il y a des livres de raison émouvants, par exemple un menuisier, un vitrier écrit, et alors il intitule son petit livre de raison, c'est-à-dire qu'il va garder pour lui, il ne va pas le publier, il va le garder pour lui, et ce livre de raison, il a perdu sa femme, et il dit « J'écris juste pour le plaisir de m'en ressouvenir ». C'est exactement ce qu'on fait dans le travail du deuil, où on écrit sur une pierre tombale pour penser aux défunts,
on écrit, on raconte sa vie pour penser aux défunts, et on continue encore à le faire vivre en nous, dans notre mémoire, dans notre affection, pour le faire vivre encore un peu, alors qu'on sait bien qu'il n'est plus dans le réel, mais il est encore dans la mémoire, et il est encore dans l'affection. On aime encore quelqu'un qui n'est plus là. L'écriture permet de remplacer, de faire vivre encore celui, celle qui n'est plus là dans le réel, mais qui est encore là et qui est encore là. Donc l'écriture a donc une fonction dans le travail du deuil, et on voit sur les tombes, il y a des mots gravés qui sont. On a ce besoin de graver sur une tombe, ou alors, comme pour ce vitrier, d'écrire juste pour le plaisir de s'en ressouvenir, de penser au moment heureux qu'on avait eu avec elle. Donc j'écris pour la faire vivre encore un peu. Donc on voit que la fonction de la parole parlée n'est plus du tout la même que la fonction de la parole écrite. L'écriture a une fonction de remplir un manque, de remplir un vide.